J'espère que vous avez encore un peu de patience à écouter mon propos. Je suis la dernière, alors vous êtes un peu fatigués, mais je vous jure que je ne veux pas dépasser mes 20 minutes. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs et tout d'abord et surtout M. Chiama de m'avoir invité ici à ce colloque et puis de m'avoir surtout donné cette occasion de participer à cette table ronde. Donc tout d'abord, j'ai voulu présenter mon propos en PowerPoint, mais M. Chiama a préféré qu'à cause des traducteurs que je le fasse, que je le dise. Bon, alors je vais vous présenter d'abord quelques réflexions générales sur... ça marche là? Quelques réflexions générales sur l'introduction du cadre dans le contexte scolaire en Poissy. Et puis après, je vais vous présenter quelques observations ou réflexions des praticiens qui travaillent avec le cadre selon les principes du cadre. Alors, le ministère des Sciences, de l'Éducation et des Sports de la République de Poissy a pris la décision en 2004 de faire traduire le cadre européen commun de référence pour les langues en croate et de recommander son adoption pour l'élaboration des curricula, la conception des programmes d'enseignement et apprentissage des langues étrangères et des méthodes d'apprentissage des langues étrangères. La traduction a duré presque un an, ou plus d'un an, pardon. C'est un travail difficile au plan lexicologique et notionnel pour les traducteurs. Aussi, un groupe d'experts en didactique des langues a-t-il été constitué pour aider les traducteurs à résoudre les problèmes de terminologie. D'une part, beaucoup de termes spécialisés n'avaient pas d'équivalent en droit. D'autre part, il s'agissait de trouver pour les expressions nouvellement créées en termes sémantiques conformes de l'original. Certaines parties des chapitres semblaient longues, obscures et difficiles à comprendre. Nous nous sommes souvent servis de la version anglaise qui nous semblait plus claire et se prêtait mieux à la traduction. Je donne seulement quelques exemples. Par exemple, savoir-être, en anglais c'est existential competence. Savoir apprendre, c'est ability to learn. Donc en croate, les deux infinitifs ne peuvent pas être vraiment adaptés dans le système de la langue croate. Savoir-être, savoir apprendre, savoir faire, etc. Les objectifs du cadre respectés au niveau national à partir de 2006. Le cadre a été utilisé pour l'élaboration des programmes des langues. Selon la décision du ministère, les standards pédagogiques pour toutes les matières de l'école primaire devaient être terminés à la fin de 2006. Les niveaux et les échelles du cadre ont été pris en compte et intégrés dans nos standards éducatifs pour les langues étrangères. Les apprenants doivent atteindre certains niveaux au cours de l'apprentissage de la première langue étrangère. Le niveau A1 pour le premier cycle de l'école primaire, donc ce sont des enfants âgés de 6-7 ans à l'âge de 10-11 ans. Le niveau A2 pour les deuxièmes cycles de l'école primaire, donc les enfants de 11 ans à 14 ou 15 ans. Le niveau B1 pour les écoles secondaires et le lycée, et le niveau B2 pour les apprenants des lycées des langues et les futurs instituteurs qui apprennent les langues étrangères à la faculté de pédagogie. Le niveau C1 ainsi que certains éléments du niveau C2 devraient être atteints par les étudiants des chaires néolophilologiques à la faculté des lettres. Comme le ministère des Sciences et de l'Éducation ainsi que l'Agence pour le développement de l'éducation sont des organismes officiels qui veillent à la qualité de l'enseignement et apprentissage des langues, un groupe d'experts est toujours engagé par ces organismes à reconnaître la qualité des manuels nouvellement rédigés par les auteurs croates. C'est au moment de la rédaction des manuels que les auteurs ont tenu compte des référentiels pour les niveaux A1, A2 et B1 pour permettre à l'apprenant de s'approprier les compétences nécessaires à la réalisation des activités. Quelques mots sur la formation des enseignants. En formation initiale, les étudiants en didactique des langues étrangères de toutes les chaires et des départements néolophilologiques, futurs enseignants sont souvent confrontés au cours de leurs études avec le cadre, son contenu, ses objectifs et ses caractéristiques illustrées en pratique par les différentes formes d'usage et d'activité qui contribuent à la réussite de l'apprentissage d'une langue étrangère.
Ils connaissent aussi le portfolio des langues, le rapport entre les deux documents pédagogiques et leur contribution à la rénovation de l'enseignement des langues étrangères au niveau international. En formation continue, les enseignants ont suivi de nombreux stages ou journées pédagogiques où on leur a présenté le cadre de façon différente, son côté théorique, ses implications sur la pratique de l'enseignement et apprentissage des langues, ainsi que des exemples concrets d'exploitation de ces outils pédagogiques en classe. Au début, les commentaires des enseignants ont été mitigés. Ils ont compris que le cadre était un outil pédagogique avec une ouverture européenne incontournable. Ils ont reconnu aussi qu'il favorise l'engagement de l'apprenant dans l'apprentissage des langues et qu'il lui donne les moyens de se fixer des objectifs clairs qui donnent ainsi du sens à l'apprentissage des langues. Beaucoup d'entre eux, cependant, étaient inquiets. Ils ont souvent considéré que le cadre était trop long à lire, compliqué à comprendre et qu'il était difficile à s'y référer et pas du tout commode à consulter comme page de référence. On a réussi à les persuader qu'il fallait plusieurs mois ou même années de travail avec le cadre pour s'y habituer. Au cours des années, les enseignants se sont petit à petit familiarisés à cet outil pédagogique grâce à des stages de formation. Ils ont compris et appliqué l'approche par tâche et les activités d'interaction. On leur a montré qu'avec des apprenants plus âgés, il faut travailler sur les stratégies pour que les apprenants comprennent à quoi sert une langue, comment elle est composée, ce qu'ils sont capables de faire avec leur savoir et savoir-faire, et que l'objectif final de l'apprentissage est d'apprendre à apprendre et de devenir un apprenant autonome. Lorsque les objectifs des échelles de descripteurs du cadre ont été identifiés et adoptés et mis en usage par les enseignants, on a décidé alors d'introduire des épreuves du DELF scolaire dans les institutions scolaires où le français est enseigné comme première ou deuxième langue étrangère. Grâce à des stages spécialisés, les enseignants ont été formés à la participation aux épreuves du DELF scolaire au niveau de la préparation des apprenants pour les épreuves et au niveau de la correction des épreuves. Pour tous les autres utilisateurs du français non inclus dans le système scolaire régulier et qui veulent se présenter aux épreuves du DELF ou du DALF, les préparatifs sont organisés 2 fois par an, ainsi que les épreuves de passation pour tous les niveaux dans les alliances françaises de Zagreb et de Split. Maintenant, une brève analyse du fonctionnement du cadre dans le contexte scolaire actuel. Au niveau des écoles primaires, donc les apprenants, comme je viens de le dire, de 6-7 ans à 14 ans, au niveau élémentaire, donc le niveau A1 et A2, les tâches et les activités communicatives que les enseignants trouvent dans les manuels utilisés sont généralement accomplies en classe avec succès et efficacité. Dans la majorité des cas, les activités d'enseignement et apprentissage correspondent à des tâches qui demandent un engagement personnel des apprenants. Si on prend en considération des tâches de réception orale ou de production orale, les apprenants sont plus souvent motivés à effectuer ces activités car il y a un engagement personnel dont l'apprenant voit l'utilité. Ces tâches mettent les apprenants en situation qui leur semble authentique, situation qu'ils vont réellement vivre un jour. Puisque ces tâches sont ciblées sur un résultat attendu et visible, elles motivent les apprenants et leur donnent de l'importance et de la confiance au niveau de la réalisation. Les tâches de production écrite sont moins motivantes. Les apprenants n'y voient pas vraiment une utilité réelle. Les apprenants de cet âge écrivent peu dans leur vie quotidienne des messages en langue maternelle. En plus, leur compétence linguistique est évaluée par la correction des erreurs de ces activités écrites qu'on laisse souvent passer au niveau de l'oral. La situation de production écrite reste simulée et artificielle et les apprenants ne se sentent pas vraiment impliqués. Maintenant, quelques mots sur les difficultés que nous avons rencontrées. Malgré le peu d'expérience que nous en avons, le feedback des enseignants montre que le plus grosses difficultés sont rencontrées au niveau des productions écrites, au niveau B1 déjà, mais surtout au niveau B2, C1 et C2. Au niveau des préparations, des apprenants pour les épreuves de DELF scolaire, pour le moment c'est le niveau B1, les enseignants constatent que pour les productions écrites,
Les apprenants sont généralement capables de les effectuer sur les sujets qui leur sont familiers, comme raconter un événement ou décrire une personne ou parler d'une activité. Ils composent des textes simples qui sont bien articulés, utilisant des expressions appropriées et des éléments linguistiques riches. Par ce travail, ils prouvent qu'ils maîtrisent le système morphosyntaxique, le lexique, et qu'ils composent des phrases simples pour exprimer leur point de vue personnel. Les problèmes surgissent avec des descripteurs où l'on demande une composition, des comptes rendus, la réécriture d'un texte, un résumé ou une synthèse d'un texte. Nos apprenants de lycée, donc ce sont des adolescents âgés de 15 à 18 ans, ne savent pas comment faire des contractions de texte avec un nombre limité de mots. Ils ont des difficultés par rapport au maniement d'un texte écrit. Cela semble peut-être bizarre, mais il faut dire qu'au cours de leur scolarisation, ils ont trop peu été habitués à faire une analyse logique d'un texte et à y trouver une structure logique. Ce ne sont des procédés utilisés et appris en classe de langue maternelle, souvent sur des textes littéraires écrits en langue maternelle. Ces analyses faites à l'oral, en classe et en langue maternelle, concernent les matières comme le texte littéraire, la philosophie, les sciences sociales ou l'histoire de l'art. L'apprenant réagit à des questions de l'enseignant par une analyse orale, une discussion. En revanche, les productions écrites ou des rédactions ne figurent pas au programme de ces matières que je viens de citer. La majorité de ces difficultés proviennent de la culture éducative de nos programmes et du système scolaire dont les apprenants suivent le programme. Ils n'acquièrent pas au cours de leur scolarisation les stratégies nécessaires à la réécriture d'un texte après avoir fait son analyse logique à l'oral. L'apprenant n'a donc pas l'occasion à développer en production écrite la compétence demandée par les descripteurs pour le niveau B1 et B2. Cette importante problématique mise à part, il nous semble que les compétences écrites attendues pour le niveau C1 et C2 sont bien exigeantes. Par exemple, je cite maintenant quelques descripteurs, peuvent produire des rapports ou articles ou essais complexes et qui posent une problématique ou donner une appréciation critique sur le manuscrit d'une œuvre littéraire de manière limpide et fluide, pour le niveau C2, ou encore peuvent lire des textes descriptifs ou des fictions claires, détaillées, bien construites dans un style sûr, personnel et naturel, approprié au lecteur disé. L'analyse de ces descripteurs nous fait poser la question suivante. Quelqu'un de nous, enseignant de langue étrangère, qui estimons maîtriser plus ou moins bien la langue que nous enseignons, est-il vraiment capable de produire en langue étrangère tout ce qu'on demande à un postulant au niveau C1 et C2 de faire? Peut-on atteindre en langue étrangère les compétences demandées par les niveaux mentionnés? Les locuteurs natifs possèdent-ils ces compétences en leur langue maternelle? Demande-t-on à un étranger de maîtriser une langue étrangère à des niveaux extrêmement exigeants et diversifiés? Quant à la question de compréhension orale pour les niveaux C1 et C2, les collègues de l'Alliance française qui préparent les candidats pour les C-niveaux ont des remarques pertinentes. Pour les épreuves de l'oral, les candidats sont souvent découragés et se plaignent à propos des émissions qu'on leur fait écouter. Ils constatent que les textes ont une longueur excessive, quelquefois même plus que 4 pages, sont généralement très complexes et prononcés à un débit trop rapide pour un étranger, souvent en langue non standard. Les descripteurs au niveau C2 sont trop exigeants pour quelqu'un qui apprend une langue et aimerait bien être capable de l'utiliser. On se pose souvent la question si par les activités demandées, on évalue vraiment les compétences se rapportant à l'apprentissage de langue étrangère ou on évalue quelque chose d'autre. Notre opinion est qu'en élaborant les descripteurs, les auteurs n'ont pas vraiment tenu compte du contexte socio-culturel de l'utilisateur de la langue qui peut avoir des influences importantes et n'ont pas pensé à des différents types cognitifs de l'utilisateur de la langue, de sa personnalité ou de sa capacité à se servir des stratégies cognitives ou métacognitives. On a peut-être un peu négligé le savoir-être de l'apprenant. Le cadre est le public d'enfants.
Nous avons vécu une expérience difficile en composant les descripteurs pour le portfolio pour les jeunes enfants, pour la compréhension orale et écrite, pour la production orale et écrite. En considérant l'échelle des descripteurs pour le niveau A1, notre avis est que les auteurs du cadre n'ont pas vraiment tenu compte de la différence entre un enfant apprenant de la langue étrangère, un adolescent ou un adulte, concernant leur personnalité sur le plan cognitif et affectif. L'activité langagière de l'enfant est surtout orientée vers la parole. Elle porte sur le côté ludique. La langue ne l'intéresse que quand elle répond à ses besoins communicatifs et ceux du jeu. L'image occupe une place importante dans le monde enfantin. Elle lui sert pour accéder au sens. C'est la raison pour laquelle l'image ou un dessin produit par un enfant est considéré comme un moyen d'accès au sens ou comme un moyen de production graphique. On ne peut pas demander à un jeune enfant de produire des textes. Il est capable de copier des mots, des phrases simples, et seulement après un certain temps de décrire un personnage de son entourage ou un lieu. C'est difficile de composer des descripteurs très précis pour le portfolio à partir des échelles de descripteurs élaborées pour le niveau A1. Un apprenant adolescent et adulte se développe dans un contexte social très différent qu'un enfant. Maintenant, le cadre de la compétence pluriculturelle. Les auteurs du cadre promeuvent un enseignement et un apprentissage des langues sur une base européenne commune qui répond aux besoins des apprenants. Ils définissent le concept de plurilinguisme et de pluriculturalisme et la connaissance du monde. Le cadre souligne la prise de conscience culturelle, les relations entre le pays d'où l'on vient et où l'on vit. On souligne la prise de conscience interculturelle qui inclut la conscience de la diversité régionale et sociale de ces deux mondes. Le cadre ne prend pas en compte les compétences culturelles et civilisationnelles qu'un apprenant devrait apprendre à maîtriser au cours de son apprentissage. Les auteurs ne proposent rien sur la façon d'acquérir des compétences culturelles, ne disent pas quelles sont leurs composantes et ne spécifie pas les manières dont on peut enseigner ou interpréter une situation pluriculturelle ou enseigner ou apprendre à un apprenant de tout âge à développer un dialogue interculturel. Et en conclusion, je dirais que le cadre a été l'occasion d'un grand renouveau de l'enseignement et apprentissage des langues étrangères. Cet ouvrage fonctionnel présente un guide, une aide et un outil de référence. Son rôle central est de tracer un chemin pour faire progresser le plurilinguisme et l'enseignement et apprentissage des langues au niveau national et international. Il a une influence prépondérante sur la formation des enseignants. Pourtant, après plusieurs années de son utilisation, on se pose toujours la question de savoir s'il est satisfaisant et universel pour tous les contextes socioculturels. Puisque c'est le premier grand ouvrage qui se penche sur la question de l'enseignement et apprentissage des langues de ce siècle, il faut absolument souligner son apport et ses qualités. Mais nous estimons que les évolutions proposées par le cadre seront très longues à mettre en pratique, puisque leur pose sur des compétences non encore assimilées par des enseignants, comme par exemple la valorisation des compétences de l'apprenant au niveau du plurilinguisme ou des stratégies transversales que l'apprenant peut transposer d'une langue à une autre langue. D'autre part, les praticiens ou les didacticiens ne se sont pas encore véritablement appropriés le cadre. Pourtant, nous espérons qu'après de longues années de son utilisation dans des contextes socioculturels différents, et selon les remarques des praticiens et des didacticiens, les auteurs se rendront compte qu'il y a des parties qu'il faut changer et ajouter des manques existants. Merci.